Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Mon invitée d'aujourd'hui est adjointe au maire du 16e arrondissement. Elle est également secrétaire générale de la FEDOM et elle est vice-présidente du comité des Outre-mer chargée des ultramarins de métropole au sein du groupe Les Républicains. Elle s'appelle Samia Badad-Karam. Samia Badad-Karam, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci pour votre invitation, Lydia. C'est de rien. Alors, Samia, adjointe au maire du 16e arrondissement. Chargée de la caisse des écoles. Quel est votre rôle exactement? Alors, je suis très heureuse d'être élue, ça fait 2 ans, et c'est ma façon à moi de m'impliquer dans la vie locale, dans la vie de la cité. Adjointe au maire, c'est beaucoup de responsabilités, c'est comme aujourd'hui être de permanence, faire des mariages, et également, comme c'est le cas de ma délégation, m'occuper en l'occurrence de la caisse des écoles, donc c'est essentiellement tout ce qui est restauration scolaire et aide sociale dans les écoles. Donc c'est un vaste programme, ça me prend beaucoup de temps, ce n'est pas mon activité professionnelle principale, mais je prends beaucoup de plaisir en tout cas à ce mandat d'élu. Vous avez été élu quand? En 2014. 2014, donc ça nous fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans et c'est vraiment très intéressant et ça me permet de passer de l'autre côté de la barrière parce que j'ai été pendant très longtemps collaboratrice d'élus, chef de cabinet, donc je connais bien les rouages institutionnels et la vie politique, mais je ne la connaissais pas de ce côté et c'est vraiment passionnant d'exercer ce mandat d'élu. C'est des responsabilités, mais c'est également un grand bonheur, notamment lorsqu'on célèbre des mariages le samedi matin à la mairie du 16e. Et en tant que responsable, donc chargé de la caisse des écoles, vous avez, et justement chargé des repas, vous pouvez mettre en avant votre particularité ultramarine dans les... Tout à fait, j'ai cette chance puisque les caisses des écoles sont quand même très autonomes. Les mairies d'arrondissement n'ont pas beaucoup d'autonomie, mais les caisses des écoles sont autonomes, ce qui fait que j'ai pu organiser l'année dernière, lors de la semaine du goût, ma première semaine du goût, ça a été une semaine du goût, sur le thème de l'outre-mer. Donc on a appris déjà les petits-enfants du 16e, on sert 6000 repas par jour. Ah oui, c'est énorme. Donc les enfants du 16e ont mangé en octobre 2015, du lundi jusqu'au vendredi, du colombo, du curry, du rogaille saucisse, et avec toutes sortes de fruits et de légumes des Outre-mer. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Je leur ai fait faire également un concours de dessin sur le thème les fruits et légumes d'Outre-mer. Et le premier prix, d'ailleurs c'était une petite enfant de Michel-Ange. Et enfin, avec le concours de l'UGP BAN, on leur a fait des animations sur le thème « Manger la banane française des Antilles ». Donc oui, je fais pas mal de choses sur l'Outre-mer. J'ai cette chance de pouvoir justement être assez autonome. Et puis j'organise aussi tous les ans un bal créole à la mairie du 16e, puisque la plupart, c'est un hasard, mais un heureux hasard, la plupart du personnel de la caisse des écoles est originaire des Antilles et de la Réunion. Ouais. Donc il y en a un bientôt là d'ailleurs de bal annuel, ce qui me permet de rencontrer le personnel et de passer un moment convivial sur le thème de l'outre-mer. D'accord, donc vous avez aussi ce rapport avec les personnels. Moi j'ai souhaité m'investir, alors c'était pas forcément le cas, d'autres élus avant moi, mais moi du fait sans doute que je sois réunionnaise, je suis quand même très sensible. J'étais très heureuse d'avoir justement à travailler avec des personnes originaires des îles comme moi. C'est des gens qui font un travail très difficile, qui sont payés pas très bien parce que c'est du temps non complet. Et donc, le minimum qu'on puisse leur accorder, c'est du temps, de la reconnaissance et écouter leurs problèmes et essayer d'améliorer leur quotidien. Ce qu'on a essayé de faire en proposant un panel d'aide, une mutuelle et tout. Donc, j'essaie de ne pas... Ça, c'est vous qui avez souhaité mettre ça en place. Voilà, ce que je vous disais, c'est qu'à la caisse des écoles, en fait, les caisses des écoles sont très autonomes. Donc, la caisse des écoles du 16e ne fera pas forcément ce que fait celle du 20e ou du 12e. Donc, nous, avec le directeur de la caisse des écoles, on a travaillé sur un plan d'accompagnement pour ce personnel, de manière à leur rendre la vie un petit peu plus facile. D'accord. Samia, vous êtes originaire de La Réunion, mais vos grands-parents sont arrivés de l'Inde. Mes arrière-grands-parents. Vos arrière-grands-parents sont arrivés de l'Inde. Je suis la 4e génération. D'accord. Mais vous avez un rapport très très fort. Alors je ne connais vraiment pas beaucoup l'Inde. Je n'y suis allée qu'une fois en 2007. Et je suis profondément française, patriote, vous connaissez un peu mon parcours, mais je ne renie pas mes racines. De toute façon, j'applique la devise pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Donc je suis très attachée à l'Inde, comme je n'ai pas le temps ni l'opportunité d'y aller souvent. Je découvre beaucoup l'Inde à travers les livres. Je lis énormément sur l'Inde, j'adore traîner dans les librairies et je
je lis beaucoup sur l'Inde. C'est ma façon à moi de... Voilà. On va parler tout à l'heure de votre livre préféré sur l'Inde, mais je voudrais qu'on écoute maintenant un morceau, un titre qui vous tient particulièrement à cœur. On écoute juste comme ça et puis après vous nous en parlez. T'y arrives, Zouatlan, Entilique, Marie Brizard, en compagnie des pâtés créoles, la note te raconte histoire. Là, une fois, vous l'appellerez parce que grand-père TV t'a pas où. Il rappelle encore tout ça, la mémé, ce soir, la grand-père l'était sous. Dit la vieille, dit le vieux, arrête de pleurer. Trop tard, petit frère, grand-mère, la fille ferme le yeux. Ça s'appelle Grand-mère. Le groupe, c'est Où ça nous va. Ça parle de quoi? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le créole réunionnais, alors, ça raconte quoi? Où ça nous va, déjà, le groupe, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, en créole réunionnais. Et cette chanson, pour moi, c'est l'une des plus belles du répertoire créole réunionnais. C'est un hommage à lui, à sa grand-mère, et qui me fait moi penser à mes grands-parents. L'année dernière, j'ai perdu mon grand-père. Il me reste une petite grand-mère à laquelle je tiens, que je chéris, comme je chérissais les trois autres. Je suis très attachée à mes grands-parents, et c'est très important. Et la famille, c'est très important à La Réunion comme aux Antilles. On est très attachés à nos grands-parents, et cette chanson, ça me rappelle mes origines, La Réunion et ma famille. Et c'est eux qui me portent. Et en plus, cette chanson est absolument sublime. Alors, elle raconte quoi, cette chanson en particulier? En fait, elle raconte... C'est un hommage. C'est un hommage aux grands-parents, mais c'est intéressant parce que Où ça nous va raconte la vie difficile de nos grands-parents qui étaient des pionniers. Moi, mes arrière-grands-parents, c'était des pionniers. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon arrière-grand-père, il est venu du Gujarat dans des conditions sans doute misérables parce qu'il fuyait la misère. Et cette chanson, elle raconte les conditions difficiles des Réunionnais il y a 3-4 générations. Et c'est un hommage, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. En plus, aujourd'hui, symboliquement, on est le 19 mars, c'est le 70e anniversaire de la départementalisation. Ouais, tout à fait. Il y a 70 ans, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Alors bien sûr, on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas parfait, mais qu'est-ce que c'était il y a 70 ans? Et cette chanson raconte les conditions de vie, justement, de nos grands-parents. Donc c'est très important, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus symbolique, puisqu'on fête le 70e anniversaire de la départementalisation. Tout à fait. Un tout petit mot sur votre rôle à la FEDOM. La FEDOM, pour ceux qui ne savent pas... La Fédération des entreprises des Outre-mer. J'ai de la chance, dans le cadre de mon vrai job, de mon métier, de travailler là encore pour l'Outre-mer. Alors c'est sur un autre aspect, c'est la défense des entreprises des Outre-mer. Mais c'est fondamental, pour moi, tout est lié, puisque les entreprises des Outre-mer, fondamentalement, elles recrutent, elles créent de l'emploi. Ce sont des hommes, des femmes comme vous, comme moi, comme mes parents, comme mon père. Enfin, je suis issue d'une génération de commerçants qui créent des entreprises et qui se mettent à risque pour créer des entreprises et qui, du coup, créent de l'emploi. Donc, à la FEDOM, en fait, on défend l'entreprise ultramarine. C'est notre unique objectif. Et très concrètement, vous savez qu'en Outre-mer, on a des handicaps structurels. L'éloignement, 10 000 km, et encore, on ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, l'insularité, du coup l'étroitesse des marchés, la faible capacité à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Bref, il y a des handicaps structurels qui font que les entreprises d'outre-mer bénéficient d'aides spécifiques. Et la FEDOM, en fait, on défend ces aides spécifiques, puisque tous les ans, les gouvernements successifs de toutes couleurs politiques confondues, essaient en fait de rogner toutes les aides à l'outre-mer, en arguant que l'outre-mer, ça coûte cher, ou ce genre de choses. Et donc, à la FEDOM, on essaye justement de leur expliquer que non, l'outre-mer, ça coûte pas cher, on a des handicaps sur lesquels on ne pourra pas lutter, l'éloignement on ne pourra jamais lutter, l'insularité on ne pourra pas lutter, l'étroitesse des marchés. Donc il faut nous maintenir ces handicaps structurels de manière à pouvoir permettre aux entreprises de survivre et donc d'embaucher. Donc c'est ça mon rôle à la FEDOM. Enfin voilà, avec toute l'équipe de la FEDOM, on travaille sur ce sujet et c'est un travail là encore passionnant parce qu'il me permet d'être en lien avec l'outre-mer français. Alors le troisième mandat, après celui d'adjointe au maire, après celui de secrétaire général de la FEDOM, c'est votre rôle au sein des Républicains. Alors j'ai eu l'honneur d'être nommée et d'être renouvelée d'ailleurs la semaine dernière, puisqu'il y a un nouvel organigramme, par Nicolas Sarkozy. Au sein de l'organigramme de l'équipe dirigeante des Républicains, j'ai été nommée vice-présidente du comité Outre-mer des Républicains en charge des ultramarins de métropole.
concrètement. Ce qui veut dire, oui. Concrètement, il s'agit d'animer le réseau des élus, des associations, de ma tendance politique bien sûr, des ultramarins de métropole. Par exemple, lorsqu'il y a eu la campagne de Valérie Pécresse, travailler un programme, proposer aux candidats un programme pour les ultramarins de métropole. La même chose pour les présidentielles. En fait, à chaque échéance électorale, il s'agit de faire entendre la voix des ultramarins de métropole par le biais de programmes, mais également de réunions, de conférences. Lundi, là, par exemple, avec Daniel Gibbs, qui lui est secrétaire général de ce comité des Outre-mer, on va recevoir les étudiants ultramarins de métropole, Jeunesse Outre-mer, Loïc Iscaïès. Ils nous ont demandé une audience, on va les écouter. Ils ont souhaité rencontrer les Républicains. Donc, on anime la partie Outre-mer de ce grand parti. Voilà. Alors, quand elle n'est pas adjointe au maire, quand elle n'est pas secrétaire générale de la FEDOM, quand elle n'est pas dans son rôle de vice-présidente chez les Républicains, Samia Benadkeram lit. Et son livre préféré du moment, c'est... Alors, je lis beaucoup. Alors, je lis vraiment de tout. Alors, ce que vous nous disiez tout à l'heure, beaucoup... Alors, je lis beaucoup sur l'Inde. Je lis beaucoup sur l'Inde. Je lis tout ce que je vois sur l'Inde. Moi, j'adore traîner dans les librairies. Et dès que je vois un livre sur l'Inde ou un auteur indien, je le prends, je le lis. Et d'ailleurs, mon mari, après, me les pique, puisque lui aussi, je crois que je lui ai transmis le virus. Ouais. Il adore les livres sur l'Inde. Il n'est pas d'origine indienne, mais c'est vrai que souvent dans les livres sur l'Inde, l'Inde est tellement fantastique. L'Inde est un pays tellement magnifique que les bons auteurs, lorsqu'ils arrivent à bien retranscrire l'ambiance, on a presque l'impression d'y être à travers les livres. Et c'est le cas de ce livre, L'équilibre du monde de Rohinton Mistry, que j'ai lu, alors que je n'ai pas lu récemment, mais qui m'a marqué. Vous m'aviez demandé un livre qui m'avait marqué. Alors, il m'a marqué, il a également beaucoup... C'est celui qu'on voit à l'écran, L'équilibre du monde. Voilà, il a également beaucoup marqué mon mari, parce que c'est une épopée dans l'Inde moderne. L'Inde, c'est un pays de paradoxe, parce que c'est un pays où il y a Bangalore, avec des universités d'informatique très performantes. Ouais. L'Inde, c'est un vivier d'ingénieurs. L'Inde, c'est Bollywood, mais l'Inde, c'est aussi la pauvreté. Misère, oui. Et c'est aussi, même, on dit que c'est la plus grande démocratie du monde, mais... le système des castes, quelque part, il perdure. L'Inde, c'est un pays où vous allez vous endetter toute votre vie pour faire votre mariage. C'est le pays où les agriculteurs se suicident parce qu'ils sont dans la misère. C'est le pays où la condition des femmes est encore très précaire, mais en même temps, c'est un pays fantastique. C'est un État qui regroupe beaucoup d'États, c'est beaucoup de cultures, c'est beaucoup de religions différentes. Moi-même, je suis d'origine indienne musulmane, donc du nord de l'Inde. Et donc, je suis fascinée par ce pays qui est le pays de mes arrière-grands-parents. Et à défaut de le visiter, je n'y suis allée qu'une fois en 2007, je lis. Donc, je lis tout ce que je vois sur l'Inde, et ce livre de Rohinton Mistry qui s'appelle L'équilibre du monde, il transcrit bien tous les paradoxes que je vous ai cités. Et donc je conseille à tous ceux qui ont envie de connaître un peu l'Inde de le lire. En même temps, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Bombay Maximum City, Loin de Chandigarh. Enfin, il y a beaucoup de très beaux livres sur l'Inde, mais celui-ci est vraiment très très bien écrit. Un tout petit mot sur l'auteur, Rohinton Mistry. Rohinton Mistry, il est canadien, mais il aurait pu être anglais. Enfin, vous savez, les Indiens, on est partout. La diaspora indienne, elle est partout. Et partout où ils vont, les Indiens, ils ont un très grand sens de l'adaptation. C'est un peuple de la diaspora. C'est un peuple qui a toujours été habitué à aller partout. Moi-même, j'ai de la famille que je ne connais pas au Canada, en Afrique du Sud. Bon, j'en ai à l'île Maurice. Et Rohinton Mistry, il se trouve qu'il est canadien, mais il aurait pu être sud-africain ou africain. Il y a beaucoup d'Indiens en Afrique. C'est un peuple. Les Indiens aussi, ils ont cette faculté d'adaptation. Parce que peut-être les conditions sont pas faciles en Inde, et du coup, ils ont l'habitude de s'adapter partout où ils vont. Alors, à part le clip préféré du moment, Grand-mère, il y a des auteurs réunionnais que vous aimez beaucoup, et dont Daniel Waro fait partie. Alors oui, Oussano ça va, Grand-mère, c'est pas du moment, c'est vraiment une chanson qui m'accompagne, comme beaucoup de Réunionnais de métropole. C'est une chanson qui nous fait penser, c'est une chanson importante, mais j'aime beaucoup cette chanson, mais j'aime aussi beaucoup Daniel Waro, et j'ai voulu vous en parler parce que je suis une grande fan de Maloya. J'en écoute pas souvent parce qu'à Paris, j'ai pas souvent l'occasion, à part un peu dans ma voiture. Mais Daniel Waro, c'est un grand auteur, un grand chanteur de Maloya, mais on aurait aussi pu citer Alain Peters, mais Daniel Waro, très bien. Alors très bien, le décor derrière vous tombe très très bien, derrière il y a des danseuses de Maloya. Allez, on écoute Daniel Waro. Avec plaisir.
Quand même pour les remèdes de la nous tu la pas sous plainte l'âme ta main. Quelle est la dignité Mandela, quelle est la dignité, oui amour ta main. Même pour les remèdes de la nous tu la pas sous plainte l'âme ta main. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, ta main. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach disait, tout l'âme est ta main. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, ta main. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach disait, la met à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, ta main. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach disait, la met à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, ta main. 27 ans. Voilà, donc Daniel Guaro. Magnifique. Tout ce qu'il chante est magnifique. D'autres titres de... Bâtard-Cité, qui est absolument sublime, qui n'est pas récent, hein, c'est pas un titre récent, mais c'est un titre phare, et où il parle bien de tout ce métissage et de toutes les origines, toutes les composantes de la société réunionnaise, en disant qu'en fait on est tous réunionnais, qu'on soit CAF, chinois, malbars, oreilles, comores, bref, on est tous réunionnais, et c'est un ode au vivre ensemble de la Réunion. Alors justement, la Réunion, tout ce mélange, la Réunion que vous portez en vous, comment vous la vivez ici ? Écoutez, moi je vis avec mon identité. Comme on le disait tout à l'heure, mon identité c'est une force, c'est une richesse que j'essaie de faire partager. Ce soir, je vais faire un repas réunionnais chez des copines, collègues. Il paraît que ça vient que vous cuisinez très bien. J'ai appris ça. Alors, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais... C'est pas vrai ? Alors, j'adore cuisiner réunionnais. Ça, c'est vraiment... d'ailleurs, je vous disais, vous me disiez, pour rebondir sur votre question, vous me disiez comment je vis mon identité réunionnaise. Ouais. Je la fais partager. Quand je reviens de la Réunion, j'adore apporter des fruits, des produits. Et là, ce soir, je vais cuisiner chez mes collègues... des collègues élus qui du coup ne connaissent absolument pas la cuisine réunionnaise, et je leur ai dit bon allez, ce soir on se fait un dîner de filles, mais je vais cuisiner un plat réunionnais, donc c'est ma façon de faire connaître, je fais connaître oui, et j'adore cuisiner, c'est vraiment, vous m'auriez demandé quel est mon hobby ou ma façon de me détendre en cuisinant. Oui. Ouais. À quel moment vous arrêtez ? C'est des fois le dimanche, lorsque je me mets dans ma cuisine et que je fais mes caries, mes rougailles de morue. Non, je dis à quel moment vous arrêtez vraiment. J'ai un mari qui travaille encore plus que moi, donc je me dis qu'on est un peu en phase. Il nous arrive de prendre une fois par an des vacances à La Réunion. Voilà. Quand je me pose, je suis chez mes parents à La Réunion. Et toujours, là, je me pose vraiment. Les vacances, c'est forcément La Réunion ? Non, mais pas forcément. Pas forcément La Réunion. Ça peut être en Guadeloupe aussi, chez Patrick. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de partir régulièrement voir ma famille à La Réunion, puis voir ma grand-mère. Oui, ça, c'est important. Hein, très important. L'importance de la famille. Très important. De se ressourcer régulièrement. Ça permet également de bien s'ancrer ici et d'avancer. Tout à fait. Et puis de toute façon, voilà, ça fait maintenant près de 10 ans que je vis à Paris, donc dans l'Hexagone. Et c'est vrai que La Réunion, l'Outre-mer en général, puisque la Guadeloupe, c'est un pays d'adoption aussi, j'ai mes beaux-parents là-bas. L'Outre-mer me manque énormément. Maintenant, je travaille ici, j'ai mon mandat d'élu qui est ici, mon mari pareil, donc on ne peut pas rentrer, mais on a vraiment besoin de rentrer. Et plus je vieillis, plus j'ai besoin de rentrer régulièrement. Tiens, en parlant de vieillissement, vous êtes rentré à quel âge vous êtes tombé dans la politique ? Très tôt. Très tôt ? Très tôt. Au lycée, en fait. Pour être très franche, dès le lycée, sur les bancs du lycée Le Vavasseur à La Réunion, on parlait beaucoup politique avec mes copines de classe. Et j'avais pas l'âge de voter quand il y avait la campagne de Chirac en 95, mais je m'impliquais, on en parlait beaucoup. Et c'est naturellement que j'ai voulu faire Sciences Po, des études de sciences politiques, parce que ça me passionnait tellement
que quand j'ai choisi de faire ma prépa Sciences Po à Paris, c'était pas tant pour savoir que ça allait me donner un métier ou pas, c'était parce que la chose publique, la politique, l'État, la nation, tout ça, ça me passionnait. Et j'ai adoré ces études, c'était passionnant, c'était vraiment... je voulais faire Sciences Po parce que la politique m'intéressait déjà à 16-17 ans. L'implication des ultramarins pour vous dans la République et dans la nation a une très grande importance ? Les ultramarins sont de plus en plus impliqués et je suis très heureuse de le voir et je le vois dans le cadre de mes actions politiques puisque avant quand on faisait une réunion avec les élus ultramarins on n'était pas très nombreux, maintenant il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous connus parce que certains sont tellement bien insérés dans leur mairie, dans leur région et tout, qu'ils ne se définissent pas forcément ou ils ne travaillent pas sur ces sujets-là. Mais j'ai beaucoup de collègues originaires de tous les Outre-mer qui sont élus, ne serait-ce qu'en Île-de-France ou dans toute la France. J'en connais beaucoup, il y en a de plus en plus. Et c'est très bien parce que les ultramarins, c'est des Français. On est avant tout Français. On a nos origines diverses et variées, mais on est Français. Donc c'est important qu'on soit dans le paysage français. Et en général, les maires, les présidents de région ou de département sont très contents d'avoir des élus originaires d'Outre-mer. Voilà, parce que c'est une composante essentielle de la société française, l'Outre-mer. Alors, l'un des auteurs préférés, on a passé les Réunionnais, on a passé Peters, on a passé Waro. Celui-là est belge. Il s'appelle... Alors, vous m'avez dit, je choisis Jacques Brel pour les paroles parce que j'aime le français. Exactement. Ça aurait pu être Jacques Brel, ça aurait pu être Serge Reggiani. Moi, quand j'étais petite, quand mon père nous déposait à l'école, mon frère et moi, il nous chantait du Jacques Brel. Il nous chantait du Charles Aznavour, il nous chantait du Serge Reggiani, il nous chantait aussi des Sega, pas des Maloya, des Sega, mais il nous chantait beaucoup de chansons françaises. J'ai des parents et un père notamment qui est amoureux de la chanson française. Donc moi ça me fait un peu vieillot, mais je connais tout Serge Reggiani, Jacques Brel, et j'aime énormément. Alors le morceau que j'ai choisi s'appelle Les Bourgeois. Je vous dirai pourquoi après. On regarde les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souple, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... C'était mon choix. Vous, c'était Jacques Brel. Moi, j'ai choisi le titre parce que c'est pour le 16e arrondissement. Vous ne rencontrez pas de bourgeois. Non. Alors, détrompez-vous parce que le 16e, c'est pas des bourgeois. En tout cas, c'est pas que des bourgeois et certainement pas le 16e où je vis. Je vis à Porte de Saint-Cloud et je peux vous dire, sauf un quartier bourgeois. Voilà. Bon. Donc, il faut laisser éloigner les préjugés. Voilà. Alors, on va terminer, Samia, avec votre
votre citation, celle qui vous accompagne tous les jours, celle à laquelle vous faites référence pour avancer dans la vie. Mais avant, qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Écoutez, je ne sais pas. Je crois que quand vous m'aviez posé la question il y a quelque temps, je vous avais dit je veux bien faire les choses. Ouais. J'ai 3 activités qui me prennent beaucoup de temps. C'est mes 3 activités un peu officielles. J'en ai beaucoup d'autres. Je milite au sein du CREFOM aux côtés de mon mari parce que je trouve que la cause est essentielle. Je milite également à ses côtés pour la défense des chrétiens d'Orient. Moi qui suis une musulmane d'Occident, je trouve que mon rôle et le rôle de tous les musulmans, c'est justement de lutter contre les persécutions dont sont victimes les chrétiens d'Orient. Donc j'ai beaucoup d'activités, je me suis engagée dans beaucoup d'activités moi-même personnellement ou avec Patrick. Moi ce que je veux faire c'est les faire correctement et les mener jusqu'au bout. Parce que je suis très perfectionniste, c'est peut-être mon signe astrologique, je suis du signe de la Vierge, donc je suis très très perfectionniste et je veux faire les choses bien. Donc là je vois pas après, j'ai qu'une seule angoisse, c'est de ne pas faire correctement, c'est de ne pas répondre à un mail d'un administré ou de ne pas... Je veux faire les choses, tous les mandats que j'ai, je veux les mener à bien. C'est cette rigueur qui vous a emmené, parce que vous êtes très, très rigoureuse, très méthodique, cette rigueur qui ça vous accompagne tous les jours, c'est votre... C'est mon caractère et voilà, effectivement je suis très carrée, très sérieuse, très rigoureuse, très consciencieuse. Après je sais pas si c'est forcément à 100% une qualité parce que je me mets beaucoup la pression, mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est mon caractère, donc... je fais avec. Peut-être que des fois, il faudrait que je lâche un peu du lest, on me le dit sans doute, mais voilà, on ne se refait pas. Hein. Ouais, faut savoir faire. Alors, votre citation, pour terminer? Alors, ma citation, en fait, elle résume un peu ce que je vois souvent dans la vie de tous les jours, notamment en tant qu'élu ou quand je travaillais pour des élus, on est souvent interpellé par des gens qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites pour moi ? Et je veux ci, et je veux un logement, et je comprends que les gens aient besoin de choses, et que la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais je pense qu'on doit tous, à un moment, s'engager. C'est le sens aussi de mon engagement d'élu, mais même sans être élu. Je pense qu'on doit tous avoir un engagement citoyen pour une cause humanitaire. Et ma citation, c'est celle de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Et c'est une citation qui résume un peu mon état d'esprit. Je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire moi pour la France? Je suis profondément patriote. J'ai beaucoup parlé de l'Inde, j'ai beaucoup parlé de mes origines réunionnaises, mais je voudrais peut-être finir là-dessus. Moi, je me sens profondément française. Je suis très fière d'être française. Je suis infiniment reconnaissante à mes arrière-grands-parents d'avoir quitté le petit village du Gujarat et d'être venue en France, parce que je ne sais pas trop, sinon je ne pense pas en tout cas que je serai là où je suis. Et donc, je suis reconnaissante à la France. J'aime mon pays et je souhaite le faire partager. Ben voilà. Écoutez, on va terminer là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Exactement. Merci Samia. Merci pour cette aimable invitation. Et puis à bientôt. À très bientôt. Pour de nouvelles aventures, de nouvelles fonctions. Allez, nous on se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 5. Portez-vous bien, au revoir.